Véronique, on est ici à Lourmarin. Oui. Hier soir, c'était l'ouverture de Réflexivité. Tu la marraines de cette première édition. Comment est-ce que tu as trouvé les expositions? Moi, j'ai été très agréablement surprise par la qualité. Je connaissais tous les photographes. On se tutoie ou on se En voit? tutoie. On se tutoie. Ouais. Je connaissais tous les photographes qui étaient exposés, donc je connaissais bien leur travail et tout. Je savais que c'était un super panel, mais par contre, je m'attendais pas à ce que l'espace soit dessiné de telle manière que chaque photographe avait son univers et on se sentait vraiment comme dans un salon différent un peu à chaque fois Ouais. pour chaque exposition. Et ça, c'était vraiment super. Et chaque exposition a son propre espace, Ouais. son propre univers, sa Oui, propre ambiance même. sa propre aussi. ambiance, certains avec des couleurs, Ouais. certains par la lumière, qui se prêtent vachement en fait à leurs photos et ce qu'ils exposent, quoi, à leur signature. Ouais. À chaque exposition, on rentre dans un environnement différent. Ouais, tout à fait. Tu as des photos en noir et blanc de Édouard Elias ou de Pierre de Vallombreuse, Édouard, c'est des photos en mer et c'est vrai que du coup le côté un peu brut laissé, ça amène quelque chose justement à ces photos. Les photos de Pierre qui elles sont sur un mur noir, vraiment comme dans un écrin un peu. Euh, c'est Ça, enfin, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à sa photo. Et par exemple sur Céline Croze aussi, ses photos dans cette donc assez sombre, juste éclairées avec une lumière jaune qui vont vachement bien avec ces photos qui sont un peu sur les tons sépia. Ouais. Printemps birman avec le rouge et la révolution. Enfin, tout est dans les petits détails, tout est très abouti, quoi. Ouais. Très léché. Et je crois que tu as eu un coup de cœur pour Dmitri Markov. Ah, et je connaissais très peu en fait. J'avais déjà vu, mais grâce à toi en fait, c'est toi qui m'as fait découvrir et ah ouais, c'est génial. En fait, je trouve que ces photos, c'est vraiment la photo pour qu'on la prend dans des moments de vie, des instantanés. Oui. Et ces photos, c'est vraiment un panel d'instantanés, des petits moments de vie comme ça, un peu partout. En Russie, non, c'est génial. Oui, Dmitri prend tout à l'iPhone. Oui, en plus. Et il a une productivité incroyable. Il est sans cesse en train de photographier. Mais ce qui est vraiment très très fort, très puissant dans ses photographies, c'est que chaque instant est totalement maîtrisé. Oui, tout à fait. Et c'est des instants qu'on voit, mais sur lesquels on ne se serait pas arrêté. Oui, exactement. Et avec sa photo, il en fait quelque chose de inoubliable presque. Et pourtant c'est des moments tout simples. Je vois la photo de cette vieille dame qui essaye de caresser un chat, mais elle est superbe et c'est une image qu'on a tous déjà vue. Mais grâce à sa patte, grâce à son talent, elles vont rester dans nos mémoires pour toujours, quoi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup également le travail de Gabriel. Oui, les enfants. Les enfants d'ici. C'est très joli, très poétique, très doux. C'est vrai qu'on passe vraiment de quelque chose de quand même assez dur, assez fort, assez violent, le printemps birman, en plus suivi de Adrienne surprenant avec là on est vraiment dans le dur, dans le vif, avec son travail en Centrafrique. Et ça nous permet une petite pause avec les enfants de Gabriel, quelque chose de rentrer dans un peu de douceur, avant de repartir en bateau avec Édouard et continuer avec les réfugiés de Céline, petits instants suspendus de Dimitri, et après dans la beauté de la terre et de ces peuples photographiés par Pierre. Oui, tout à fait. Encore ce matin, un visiteur me disait c'est dur, mais c'est beau. Et ces photographies, elles portent vraiment une émotion très forte, toutes. Oui,
et chacune Toutes dans, sont... Ouais, toutes ouais, dans leur diversité, elles portent une émotion vraiment ouais. très très intense. Et c'est assez rythmé, je trouve. Oui. On passe vraiment avec des petits moments, comme avec effectivement les enfants, même le bateau d'Edouard, même si c'est dur, c'est quand même, ça nous fait un peu voyager, on sort un peu, on prend un peu l'air, quoi. On prend l'air, Ouais. c'est vrai, ouais. Alors on parle de toutes les expositions, sauf de la tienne. 24 images absolument incroyables, affichées sur les grilles de l'Africa numérique, disponibles aux touristes et aux habitants locaux. Tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête, les voitures s'arrêtent, et elles procurent un effet incroyable. Ben, tant mieux, mais je veux pas trop. Mais je suis contente parce que c'est vraiment. En fait, c'est des photos qui sont pratiquement jamais publiées parce que c'est des photos que je vais prendre dans le cadre d'un reportage commandé par la presse ou pour la presse. Et donc c'est un peu des à côté des conflits, à côté des guerres. Et je suis contente que là, elles puissent être exposées et vues. Parce que sinon, c'est des photos qui restaient dans mes disques durs. Ouais. Et tu as choisi d'appeler cette exposition La vie en rose. Oui, parce que en fait, depuis que je fais ce métier, souvent dans les guerres, je trouve qu'on a quand même tendance à, pour les simplifier, garder cette vision très binaire, très noir et blanc. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus nuancé, il y a beaucoup plus de couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai voulu appeler ça la guerre en rose. C'est-à-dire on sort du noir et blanc et du binaire qu'on veut souvent nous imposer. Ouais. Et on retrouve ces touches de rose Oui, tout à fait. Dans chacune de ces photographies. Ben oui, parce que pour moi, en plus, le rose, c'est quand même une couleur assez joyeuse, qui représente aussi la féminité, qui représente l'enfance, un peu la poésie. Et tous ces moments-là, même si on est en conflit, même si on est dans des situations de guerre, on le rapporte, on ne le dit pas assez souvent, mais il y a des moments très beaux, des émotions très belles, il y a des moments presque de poésie, il y a des je ne sais plus qui disait que la guerre pouvait être un révélateur d'humanité, et j'y crois assez. Dans la guerre, dans les conflits, les gens sont sortis de leur zone de confort et se retrouvent à faire des choses assez extraordinaires. Ouais. Ces photos montrent également le quotidien des talibans. Oui. Donc des images comme tu le disais, qu'on ne montre pas. Oui, qu'on ne montre pas. Et en fait, c'est vrai que moi, l'Afghanistan, c'est une grande histoire d'amour. Et les talibans, pas les talibans, l'Afghanistan. Et les talibans, je les ai croisés à plusieurs reprises depuis 2006. Donc j'ai pu constater leur évolution en fait. Donc en 2006, vraiment, ils se cachaient. Ils n'étaient vraiment pas très fiers d'eux. Ils avaient un peu peur de tout le monde. Jusque les dernières fois où, avant même qu'ils prennent Kaboul, où on voyait qu'ils étaient vraiment maîtres de leur jeu et pleine confiance. Et en fait, ce que je voulais montrer, c'est des photos que j'ai prises qui sont un peu perturbantes parce qu'on les voit comme des hommes. Ouais. Il y a une photo où on voit un taliban mais qui est aussi père de 5 enfants. On voit un qui est plutôt efféminé dans une pommeraie, qui a cousu sa petite pochette pour sa Kalachnikov. En fait, on les voit on en voit sur des manèges en train de rigoler comme s'ils avaient de manière très très D'ailleurs, puérile. Je me suis dit, pour cette photographie, tu étais donc sur ce manège également. Oui, bien sûr. Ça sûr. devait être impressionnant quand même, non, de prendre cette photographie sur ce manège. C'était en fait une sorte de grand 8. C'était une sorte de grand 8, en plus à l'afghane, donc évidemment on n'est jamais trop sûr de si tout est bien, tout va bien marcher jusqu'au bout et si on va pas tomber finalement, s'il n'y a pas un écrou qui va tomber. Mais c'était très bizarre parce que la plupart des talibans qui ont pris Kaboul venaient de campagne. Oui. Et tout d'un coup, ils découvraient une ville avec ces montagnes russes, ces manèges, les glaces.
des filles avec le visage plus ou moins découvert, de la musique, parce qu'en vrai, l'Afghanistan, c'est un pays à plusieurs vitesses, et en Kaboul est peut-être dans les années 2000, mais le reste du pays ça dépend plus on s'éloigne ou pas, mais certains endroits, on a presque un siècle de retard. Et donc, tout d'un coup, ils ont fait un voyage dans le temps de 100 ans en avant. Et donc, ils découvrent tout ça de manière très, très puérile. Et en fait, ça a beaucoup dérangé les gens, ces photos, parce que, en fait, ils avaient peur qu'en les humanisant, on les rende acceptables. Moi, je suis un peu, ça me met un peu en colère ces idées, parce que en fait, je vois pas qu'est-ce que ça veut dire humaniser des êtres humains, en fait, parce qu'ils sont humains et ça les rend pas plus acceptables. C'est des êtres humains qui font des choses atroces, et voilà. Mais après, je pense que toujours dans ce souci de pas rester sur quelque chose de très binaire avec les gentils et les méchants d'un côté, il faut arrêter de vouloir à tout prix rendre monstrueux nos ennemis, parce que du coup après on fait des erreurs de jugement. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Alors, une de mes photographies préférées est celle de Madina, qu'on appelle aussi Petite Marie de la faim. Très récemment, tu es retourné en Afghanistan avec une cagnotte. Oui. Et donc, en fait, cette petite Madina, comme beaucoup d'autres petites filles, a été vendue là par sa mère qui est veuve pour en fait toucher la dot et payer des dettes de nourriture et de médicaments, parce qu'elle a un petit frère qui est malade. Et en fait, donc elle est partie donc dans sa belle famille, et elle était tellement malheureuse qu'elle a arrêté de s'alimenter. Donc la belle famille l'a renvoyée à sa mère en lui disant voilà, tu nous la retapes un peu, mais par contre, si jamais tu veux la garder, il faut nous rembourser la dot. Donc la mère était absolument détruite à l'idée de devoir envoyer sa fille, parce qu'elle ne pouvait absolument pas payer sa dette. Et donc cette histoire a été racontée, celle de Madina et d'autres petites Marie de la faim comme elle, dans Paris Match. Ça a beaucoup touché les gens. Et du coup, j'ai pour la première fois, parce que je trouve qu'on peut pas mélanger les genres, être journaliste mais aussi apporter de l'argent, parce que parfois je sais qu'on peut faire des erreurs en voulant bien faire. Mais là, j'ai eu tellement de gens qui étaient touchés que je me suis dit j'ai pas le droit en fait de pas faire ça. Donc j'ai monté une cagnotte et je suis retournée dans le camp de déplacés, où j'avais pas dit que j'allais donner de l'argent pour que Madina ne soit pas rachetée, parce que ça aurait été injuste. Pourquoi elle et pas toutes les autres et pas les autres. Et donc là, j'avais dit que la cagnotte serait pour monter une école de filles dans ce camp de déplacés, pour que les filles puissent aller à l'école, peut-être avoir un peu plus de savoir, et aussi éduquer les pères sur le fait que peut-être les filles, même stratégiquement, peuvent prendre plus de valeur, ou peuvent, voilà, si elles sont éduquées, si elles savent quelque chose, et que essayer de casser ce cercle vicieux en fait. Et donc je suis retournée, et donc ils vont monter une école de filles. Enfin, elle y était déjà, mais là ils vont pouvoir l'agrandir, parce que là ils ne pouvaient plus les prendre grâce à cet argent de la cagnotte. Et Madina ne sera pas rendue à sa belle famille, va pouvoir rester avec sa maman et son petit frère sans se soucier de racheter la cagnotte et tout ça. Magnifique. Ouais. Magnifique. Et ces écoles, ce sont des écoles clandestines? Non, là, ce ne sont pas des écoles clandestines, parce que c'est pour les petites filles. D'accord. Et en plus, non, elles seront. Par contre, comment dire, ce ne sera pas une école où il y aura un prof qui va être donné par l'État et qui sera payé par l'État. D'accord. Donc c'est un prof qui sera payé grâce à cet argent notamment dans le camp de déplacés pour pouvoir faire. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils vont pouvoir faire une classe de garçons et une classe de filles, ce que les talibans demandent pour que les filles puissent aller à l'école après je sais plus quel âge, mais 7-8 ans. Donc grâce à ce partage
physique des classes, elles vont pouvoir continuer à aller à l'école un peu plus longtemps. Très bien, super. Alors pour terminer, donc après cette exposition, on a un projet de livre ensemble. On va poursuivre l'aventure avec toujours La vie en rose sur l'édition d'un livre. Qu'est-ce que tu attends de ce livre? Ce livre, ça permettrait de toujours pouvoir publier toutes ces photos qui ne sont jamais autrement publiées parce que quand on travaille pour la presse, on doit raconter le conflit en 10 photos. Il n'y a pas la place en fait pour ces petites parenthèses, un peu ces instants suspendus, ces éclats de paix et tout, qui pourtant je trouve racontent beaucoup. Ouais. Et donc de pouvoir les voir publier tous et toutes ensemble avec des mots pour raconter que la guerre c'est ça aussi, en fait je trouve ça hyper important. Et sinon permettra de plus passer à côté de ces petits à côté mais qui sont finalement très importants. Ouais, tout à fait. On va associer l'écriture à nouveau à ces photographies, solliciter des autrices, des auteurs pour apporter leur regard extérieur sur ces photographies. Ça sera vraiment très très intéressant. Un peu à l'image de ce qu'on a fait à Réflexivité. Ouais, exactement. Mais c'est un peu la démarche, en tout cas en tant que photojournaliste, moi je travaille souvent avec une journaliste ou un journaliste. Et c'est vrai que le regard croisé de l'un avec ses mots et l'autre avec ses images, ça permet, je pense, d'apporter une vision encore plus complète à celui qui regarde, qui peut en plus à une sensibilité différente. Donc pour certains, ça va être les images qui vont prendre le dessus, mais pour les autres, c'est les mots, et puis ça se complète bien. Et moi, je crois que c'est fait pour être ensemble. Absolument, j'en suis convaincu aussi. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Boris. Merci à toi pour ce projet fou, mais qui est un succès. Merci beaucoup.